Chers collègues, nous allons reprendre notre séance. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Dominique Lamy. Dominique Lamy est généraliste, diplômé en 1984. Il est praticien à Mons depuis ce moment-là. Il s'occupe de toxicomanie depuis 1992 pour un projet local de Toit. Il a été membre fondateur du projet ALTO, Alternative aux toxicomanies, devenu aujourd'hui Réseau ALTO ASBL, dont il est le président. Il est maître de conférences invité de l'UCL et enseignant au Centre académique de médecine générale. Il est membre fondateur et administrateur du RAMBO, ça ne s'invente pas, c'est le réseau Passion-Études Mons-Borinage. Administrateur de Eurotox ASBL, Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogue Wallonie-Bruxelles. Il est membre belge du groupe d'experts relatifs aux mesures de soutien et d'encadrement des traitements de la dépendance aux opioïdes, intégrant la prescription de médicaments agonistes. Nous l'accueillons pour bien sûr nous parler de cette problématique dont il est devenu expert. Merci Dominique. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, lorsque Marie, 38 ans, vient à ma consultation il y a déjà, au printemps dernier, elle arrive un peu désespérée, désemparée. C'est une dame qui me raconte un petit peu son histoire et ses déboires un petit peu avec d'autres confrères. Elle se trouve en fait enceinte et elle se présente donc dans un service de gynécologie pour le suivi de sa grossesse et la gynécologue qu'elle rencontre lui demande un petit peu une série de questions basiques. Quel âge avez-vous? 38 ans. Bon, c'est une première grossesse? Non, c'est une troisième grossesse. Elle a déjà 2 enfants de 16 et 20 ans. Puis elle dit, je dois quand même vous dire quelque chose, en fait je suis consommatrice d'héroïne, mais je suis sous traitement, donc traitement méthadone, et donc elle a déjà 2 mois à peu près de grossesse à ce moment-là. Et puis bon, la gynécologue déjà un petit peu étonnée de cette problématique qu'elle ne connaît pas, lui pose encore d'autres questions, bon, sur le suivi du problème, comment ça va se passer au niveau du suivi de la grossesse. Et puis, elle lui demande, pas d'autres problèmes. Ah ben si, j'ai oublié de vous dire, je suis porteuse d'hépatite C. Alors l'hépatite C est une problématique fréquente dans les milieux toxicomanes. Et donc là, la gynécologue, malheureusement, pour elle, jette le gant en disant « Ah non, non, je crois que le mieux, c'est que vous alliez à l'avortement. On ne peut pas assumer une grossesse chez une personne de 40 ans environ, avec une problématique de consommation et en plus avec l'hépatite C. Et malheureusement, donc, elle débarque un petit peu chez moi en demandant « Mais qu'est-ce que je fais alors ?» Et donc, j'essaye de la rediriger vers un centre qui est plus ouvert à la discussion au niveau donc, de ces problématiques, bien que, à sa charge, je constate quand même que le couple n'est pas unanime sur le fait de garder ou pas cet enfant. Le mari est déjà un petit peu en disant « Oui, mais non, moi, je pense qu'on a déjà un enfant de 16 et 20 ans, on ne va pas recommencer maintenant avec les langes, etc. C'est quelque chose de lourd. » Et puis, à leur charge à tous deux, d'ailleurs, ils sont effectivement sous traitement méthadone chez un collègue, mais en fait avec une utilisation très, je dirais, peu compliante de ce traitement. Ça veut dire qu'ils se font des jours sans traitement méthadone de façon à pouvoir consommer, je dirais, de l'héroïne. Gros problème évidemment pour ce suivi de grossesse, mais ça n'avait pas été dit tout de suite non plus, donc on peut comprendre que la gynéco ait un petit peu été réticente par rapport à ça. Mais voilà un petit peu une liste de toute une série de représentations qui circulent évidemment même parmi le corps médical. Alors les définitions, je ne vais pas vous faire les définitions de tous ces mots qui sont ici, mais simplement pour un peu relever que les glossaires que nous utilisons par rapport aux personnes usagères de produits sont vite des drogués, des toxicomanes,
des junkies, etc., qui sont évidemment très stigmatisants pour eux et qui sont très difficiles qui cassent un peu le lien possible qui existe entre eux et nous. Alors, au groupe Pompidou dans lequel je travaille, on a un petit peu édicté des principes directeurs qui vont être publiés au niveau de tous les États européens, qui proposent qu'en tout cas la formation de tout médecin, quelle que soit sa spécialisation ultérieure, devrait inclure une formation de base en addictologie, en intracurriculum, et pas comme c'est actuellement, plutôt en formation complémentaire. Et la même chose pour les pharmaciens qui sont nos premiers interlocuteurs de première ligne sur le terrain. Ce sont les pharmaciens d'officine, puisqu'en Belgique, ce sont les pharmaciens d'officine qui délivrent, que ce soit la méthadone ou la buprenorphine au dosage. Alors, réduction des risques, oui, c'est un peu le thème de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Réduction des risques, ce sont toutes les lois, les programmes, les pratiques qui visent à réduire les conséquences néfastes au niveau santé et socio-économique, donc il ne s'agit pas que de la santé, sans nécessairement viser l'abstinence. Donc Marie, dont je vous ai parlé d'entrée de jeu, est un peu dans ces conditions-là. Elle n'est pas vraiment abstinente, elle est encore sous traitement, et on va essayer de minimiser les risques tant pour elle que aussi pour ce bébé à venir. L'historique de la réduction des risques, en fait, c'est les années 80 avec la propagation du virus VIH parmi les usagers de drogue par injection. Il fallait faire quelque chose et donc beaucoup d'associations se sont mis en œuvre de trouver des solutions, notamment déjà les seringues, l'échange de seringues, la distribution de seringues stériles et l'évitement de seringues partagées. Et donc pour nous médecins, il s'agit d'une prévention secondaire et tertiaire, mais ce que je voulais défendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une option. La RDR doit faire partie de nos pratiques. Alors, pour reprendre au début, ce que nous utilisons, je dirais, comme modèle de consultation, diagnostic, mais aussi thérapeutique, c'est le triangle dit d'Ovid de Liebenstein, donc du nom de ce professeur français, qui dans les années 70 a modélisé en fait les dépendances sous la forme de ce triangle où vous voyez le produit, l'individu et l'environnement. Il s'était posé la question du pourquoi de la dépendance chez certains jeunes et pas chez tous. Pourquoi, même si un jour on touche quand même à un joint, pourquoi si on touche quand même un peu à l'alcool, pourquoi est-ce qu'on ne devient pas défoncé au cannabis ou alcoolique, ou si on a touché une fois malheureusement à l'héroïne, pourquoi est-ce que ça ne se prolonge pas? Eh bien, il avait constaté que tant que les trois pôles du triangle, si les trois pôles du triangle sont représentés, il y a beaucoup de chances que l'on aboutisse à une dépendance. C'est-à-dire que si on est avec un produit fort, l'alcool, le tabac, les différentes drogues que l'on peut trouver, si l'on trouve un individu qui est dans une situation de faiblesse, et en troisième point, dans un environnement peu soutenant, eh bien, on risque facilement d'aboutir à une dépendance, à l'utilisation récurrente alors d'un produit. Et donc, on a modélisé ce triangle avec toute une série de questions qui nous servent finalement dans la clinique des addictologies, avec, au niveau de l'individu d'abord, toute une question sur l'âge, le sexe, la constitution physique, la personnalité, les expériences de vie. L'environnement, c'est le contexte socioculturel, familial, éducatif, professionnel, les groupes de pairs, sa situation au niveau, par exemple, des revenus aussi. Et pour le produit, c'est les produits avec leurs effets, leur nocivité, les modes d'utilisation, fréquence, etc. Et puis, vous voyez toutes les flèches qui réunissent évidemment chacun de ces trois pôles, avec par exemple, produit et individu, les expériences antérieures de consommation. Donc, est-ce qu'il a déjà fumé? Est-ce qu'il a déjà consommé une fois de l'alcool? Est-ce qu'il a déjà rencontré l'héroïne ou d'autres produits psychoactifs? Du côté de la branche individu-environnement, quelles sont les interactions de l'individu avec l'environnement? Est-ce que c'est quelqu'un d'isolé? Est-ce que c'est quelqu'un qui rencontre un groupe de pairs mais qui sont déjà dans une consommation? Tout ça va agir. Et enfin, entre produits et environnement, c'est la présence des produits finalement dans l'environnement, que ce soit des produits licites ou des produits illicites,
Est-ce que c'est des produits de prescription? Vous savez que pour le moment, on fait face aux États-Unis surtout, mais ça commence à venir en Europe, à une épidémie de toxicomanie liée aux produits de prescription, donc dont nous sommes les instigateurs. Et pour la Belgique, par exemple, je citerai les dérivés du tramadol qui commencent à poser de gros problèmes chez certains patients. Alors, si je reprends un petit peu d'historique, dans l'histoire des traitements, alors j'ai un petit peu fait quelques petites recherches et j'ai retrouvé un livre donc allemand de Wilhelm Griesinger, dans son livre Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, qui est un livre édité en 1861. Eh bien, il y a une vingtaine de pages sur la... Oula, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas ça qu'il doit faire. Oh, tiens, c'est bizarre ça. Bon, mais c'est pas grave, vous me ferez confiance, je ne sais pas, je pense pouvoir peut-être comme ça. Non, voilà. Donc c'est une page de ce livre. Donc en fait, je voulais juste vous montrer le titre du chapitre de ce livre publié en 1861, où en fait on parle des psychoses d'intoxication, dans lequel vous trouvez donc le Vesania ex morphinismo, c'est-à-dire en fait la démence du morphinisme. Et donc déjà en 1861, il y a 20 pages qui suivent qui expliquent un peu le problème, les études et le traitement de ce morphinisme. Alors, cet auteur en fait lui pensait vraiment que c'était une psychose. Dans les références que vous voyez en dessous, vous voyez Levinstein, qui a écrit lui un livre à peu près à la même période, un petit peu plus tardif, qui s'appelle Die Morphiumsucht. Et lui, en fait, prétend que c'est plutôt une névrose. Et il y a d'ailleurs dans le livre ici une petite lutte entre les deux, puisque c'est déjà une deuxième ou troisième édition, où Levinstein répond à Griesinger en lui disant « Mais non, moi je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison ». Alors vous trouvez aussi dans les autres images que je voulais vous montrer sur la côté gauche, eh bien, donc vous avez un flacon d'héroïne, hein, qui faisait partie de notre pharmacopée. Et je montre aussi, si ça marche ici, un extrait en fait du livre La prescription médicale d'Albert Simonard, donc de 1947, où vous voyez donc la diamorphine, donc la diacétylmorphine, héroïne, qui est utilisée dans les tours rebelles avec donc la prescription, la façon de le faire. Donc en 1947, on utilisait déjà donc l'héroïne dans la pharmacopée. Et vous voyez aussi l'autre flacon, c'est un flacon de cannabis indica, donc qui est le cannabis évidemment médicinal, si je puis dire comme ça. Et alors, dernière petite chose au niveau historique, dans le livre de Griesinger, vous voyez qu'on traite en fait le morphine, la dépendance à la morphine en diminuant progressivement les doses avec un encadrement, mais il met quand même qu'il est possible d'accélérer la cure en utilisant la cocaïne. Alors c'est quelque chose qu'on ne ferait plus jamais aujourd'hui évidemment, mais à l'époque il disait qu'on pouvait le faire, mais pour autant que ce soit fait mit absoluter Sachkenntnis, ça veut dire une grande connaissance de ce que l'on va faire, quoi. Et alors, pour revenir évidemment 100 ans plus tard, il y a quelque chose de plus contemporain pour nous, eh bien c'est Vincent Dole, Marie-Nys Vander et Marie-Jeanne Crick qui en 1964 donc, ont posé les bases du traitement de maintien à la méthadone. C'est là qu'on a écrit les premiers préceptes de prescription de la méthadone, la façon de le faire. Donc Vincent Dole ayant été chargé par le gouvernement américain de trouver une solution au problème des Américains qui revenaient de la guerre du Vietnam et qui étaient sous dépendance. Et donc ces GI étaient en fait mis en clinique fermée près de New York et ils ont testé les traitements à la méthadone évidemment, ce qui était beaucoup plus facile en circuit fermé, donc il n'y avait pas de possibilité de détournement, pas de possibilité d'utiliser d'autres produits puisque le service était vraiment fermé, mais il a vraiment pu nous montrer et nous donner toute une série de préceptes pour le traitement à la méthadone. Alors quelques dates, en 1992, donc, on en a parlé, donc c'est la naissance des traitements méthadone en Belgique, mais sous la forme d'une tolérance de prescription, moyennant un contrat écrit entre le médecin, le pharmacien, le patient et un psychiatre éventuel. Et donc on a commencé les traitements méthadone en 1992 dans plusieurs villes et rapidement donc ces différents projets ont été fédérés sous l'égide de la SSMG pour je dirais donner une force à ces traitements. En 1994, il y a une première conférence de consensus sur la méthadone au niveau du Conseil supérieur de la santé.
avec en 2000 un rapport de suivi de nouveau donc autour de cette conférence de consensus. En 2002, introduction de la buprenorphine au dosage, qui est une autre molécule qu'on utilise, qui est un agoniste partiel. Et en 2004, c'est la première mouture de l'arrêté royal qui va réglementer ces différents traitements, avec en 2006 la mouture définitive de cet arrêté royal. Alors, le réseau ALTO est créé donc, au sein de la SSMG donc, en 1992 et dont le but dans le décret, c'est formation et soutien à des pratiques de médecine générale, fédérant donc sous l'égide de la SSMG les nombreux projets locaux qui existaient déjà à Mons, Namur, Liège, dans le sud de Luxembourg, Bruxelles, etc. Alors, de nouveau, je reviens aux principes directeurs et l'évolution. Bien, les principes directeurs que nous avons écrits au niveau du groupe Pompidou, donc au Conseil de l'Europe, eh bien, c'est que nous défendons un droit fondamental à l'accès aux soins. En tout cas, nous demandons aux États de mettre en place ce droit fondamental à l'accès aux soins. Deuxièmement, éliminer et réduire les obstacles qui limitent l'accès aux soins. Alors, les limites, par exemple, pour le patient, c'est des limites pour pouvoir rentrer, il doit être abstinent ou il ne doit pas, il doit être en ordre mutuel, etc. Donc, il y avait toute une série de limites pour le patient, mais aussi des limites pour les médecins. Par exemple, en Allemagne, eh bien, les médecins doivent avoir une licence spéciale qui s'obtient après une formation qui est assez lourde et qui doit être renouvelée régulièrement. En plus, il y a une pression sur la base des ordonnances qui doivent être faites sur des carnets spécialisés avec copies envoyées à l'équivalent de nos commissions médicales provinciales. Donc, en Allemagne, c'est assez serré. On a la chance, nous, en Belgique, d'avoir cette liberté de traitement, tant pour le patient que pour le médecin, et donc d'avoir déjà cette possibilité d'un accès rapide et répandu sur tout le territoire. Bien sûr, il faut que le patient soit informé et qu'il ait donné son consentement au traitement. C'est vrai que la plupart du temps, c'est eux qui viennent nous demander le traitement, mais je pense qu'il faut passer du temps à leur réexpliquer le traitement, ses risques et le but recherché. Et donc, le but, c'est d'organiser aussi la continuité des soins, intégrant les MADO, donc les médicaments agonistes du traitement de la dépendance aux opiacés. Alors, le cadre et les objectifs qui sont finalement centrés sur le patient, c'est aussi un des éléments que l'on défend au niveau des traitements. En 2013, avec un collègue norvégien, on avait présenté lors d'un congrès européen, donc le congrès Europad, quelques recommandations que nous espérions aussi mettre en place. D'abord, admettre que la dépendance aux opiacés est une maladie chronique avec des rechutes. Et aujourd'hui, c'est accepté comme par tout le monde, je dirais, cette notion de maladie chronique. Et donc que la détoxification n'est pas le premier but. Alors détoxification, c'est un mauvais mot, c'est une traduction de l'anglais, mais ça veut dire le sevrage, quoi. En fait, on ne vise pas dans les traitements méthadone ou buprenorphine un délai. On ne dit pas on va mettre le traitement en route et dans 3 mois c'est fini. Aujourd'hui, ce sont des traitements qui sont de très longue haleine. J'ai des patients qui ont 20 ans de méthadone, mais qui vivent, qui travaillent, etc., mais qui ont leur traitement méthadone quotidien. Donc, le but n'était pas de les sevrer. Le sevrage, en fait, montre des risques bien trop graves, on le verra dans une dia suivante. Et donc, il faut que le dosage soit suffisant et instauré sans délai. Alors, pourquoi je l'ai mis en rouge? C'est parce que tout ce qui va être en rouge est aussi dans la réduction des risques. Si on dit aux patients, écoutez, on va d'abord réfléchir, vous allez revenir dans une semaine, dans 2 semaines, on doit d'abord en parler, comme au tout début en 1992 où on nous imposait que le patient soit vu par une triade, médecin, assistant social, pharmacien, et que tous les 3 donnent leur accord pour la prise en charge, ce qui prenait un certain temps, mais ce qui laissait le patient finalement dans la rue avec tous les risques que ça comportait au niveau des injections non protégées, etc. Et donc, aujourd'hui, un patient qui rentre en cabinet de consultation avec un médecin qui est un peu aguerri à la pratique, il peut recevoir immédiatement sa dose de méthadone, enfin il va aller à la pharmacie, mais il recevra son ordonnance immédiatement. Bien sûr, il y a des recommandations, mais enfin ce n'est pas le but aujourd'hui de vous expliquer, mais la méthadone bien dosée ne pose pas de problème, en tout cas si elle est prise correctement, d'où la participation des pharmaciens que je proposais d'emblée.
La prise en charge, elle doit être décentralisée et répartie sur tout le territoire. Ce n'est pas la peine de faire 3 centres en Belgique, un sur, je dirais, la région wallonne, un sur Bruxelles, un sur la région flamande. Il faut qu'il y ait un maximum de médecins qui prennent en charge. Quand, en 1992, on a créé les projets ALTO, et qu'on a eu l'autorisation de prescrire la méthadone, très rapidement, on a un peu vidé les files d'attente de tous les centres spécialisés qui accueillaient ces patients, mais sans traitement, puisqu'il n'y avait à l'époque pas de traitement. En tout cas, pas de traitement autorisé, même si quelques médecins prescrivaient déjà la méthadone et ont d'ailleurs été emprisonnés pour cela, malheureusement. Et la meilleure approche semble être une approche de première ligne. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des recours vers des addictologues ou des personnes plus spécialisées dans le domaine, mais la première approche, c'est celle du terrain, c'est celle de la vie de famille, c'est celle que nous rencontrons, nous, en médecine de première ligne. Alors, cette approche est centrée sur le patient, c'est lui qui nous intéresse, et donc c'est un travail autour finalement de l'entretien motivationnel, l'empathie, le travail sur les émotions, évitement évidemment de la moralisation, c'est pas bien ce que tu fais, etc. C'est pas le but à ce jour-là. Prendre du temps. Il faut savoir que ce sont des consultations longues, on n'a pas facile avec l'organisation temporelle, parce qu'ils ne sont pas toujours à l'heure non plus à leur rendez-vous, etc. C'est les compétences du patient qui sont à utiliser. Moi, je demande régulièrement au patient qu'est-ce qu'il utilise, comment il l'utilise, qu'il m'explique un petit peu les produits et tout. Je dirais que j'ai fait ma culture toxicomane avec les patients pour qu'ils m'expliquent ce que c'était, parce que moi, j'avais uniquement le versant traitement, mais pas le versant consommation. Parfois, il faut respecter aussi les silences, l'ordre et le désordre de la consultation. Ils arrivent et puis ils commencent en disant « j'ai mal aux pieds, mais c'est pas pour ça que tu venais ». Oui, puis alors voilà, on part à l'envers, mais c'est pas grave. Alors dans nos formations, au niveau du réseau ALTO, puisque maintenant nous faisons pas mal de formations pour les médecins et les pharmaciens, on a un peu modélisé la formation autour du cadre de travail. On estime que tous ceux qui vont accompagner des usagers, ils doivent savoir dans quel cadre ils travaillent. Si vous n'acceptez pas qu'un patient soit en retard, il faut le lui dire. Si vous n'acceptez pas qu'il crie ou qu'il tape sur la table, il faut le lui dire, avec les sanctions que ça peut entraîner. Si vous ne le dites pas et que le jour où ça se passe, vous lui dites dehors, il risque de ne pas comprendre et de vous retourner le bureau sur la tête ou je ne sais pas. Donc je pense qu'il faut être d'une clarté et d'une vigilance à tout propos, poser la question, etc. Et donc nous on parle en fait des cordes du ring, parce qu'un ring, pas que la consultation soit un lieu de joute physique, mais parce que la consultation est un lieu encadré, et que les cordes du ring ont un peu de souplesse, d'élasticité qui permettent, je dirais pas des transgressions, mais des dépassements. Bon, oui, il est 5 minutes, 10 minutes en retard, oui, ça arrive aussi à d'autres patients, il n'y a pas que lui qui est en retard. Ça arrive qu'il est reconsommé, oui, c'est pas pour autant qu'on le jette, etc. Et donc, toutes ces notions permettent un petit peu de travailler avec une souplesse et hors de la rigidité que pourrait entraîner un peu la peur de prescrire un produit qui est effectivement dommageable lui-même pour la santé. La méthadone peut donner des overdoses. Alors, de nouveau, l'examen clinique, on est des médecins, et donc passer par un examen clinique avec un suivi du poids. Le poids pour nous est un bon indicateur d'évolution. Celui qui prend du poids, c'est qu'il va mieux. Quand il en perd, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, peser le patient. Examiner son cœur, sa peau, parler de contraception. Je vous ai parlé de Marie qui évidemment présente une grossesse, je dirais, qui n'était au départ pas volontaire, mais voilà, la grossesse est là, après il faut décider ce qu'on en fait. Le dépistage de la tuberculose, je vous dis que la prévalence de la tuberculose dans cette population est au-delà de 2%. Donc on oublie parfois que quand un patient arrive et qu'il transpire, qu'il ne dort pas bien, qu'il a un peu de fébricule, etc., on lui dit c'est peut-être que tu es en manque, que tu as reconsommé, que tu as pris autre chose, etc. Il ne faut pas oublier que ça peut être simplement la tuberculose. Donc attention à ces remarques. Bien sûr, pas oublier de le vacciner, tout ce qui est vaccination hépatite B, le tétanos aussi, les sérologies, bien sûr, doivent être faites et régulièrement refaites. En tout cas, c'est réduire l'incidence des comorbidités, montrer au patient qu'on prend soin de lui. Alors, cet accompagnement est global. Donc, si on fait juste de la prescription, comme ça se voit quand même encore de temps en temps, quelque part, on devient des nouveaux dealers. Aujourd'hui, on te met combien, et puis ça dure 5 minutes et on repart. On peut aussi prescrire dans une pratique un peu plus cadrée, mais parfois un peu rigide, et là, ok, mais c'est un entretien un petit peu, simplement. Mais si on prescrit dans une pratique qui est cadrée, avec espace de parole, on commence à rentrer dans le traitement. Et j'aime à toujours réutiliser la phrase de Carpentier, qui est un généraliste du sud parisien, aujourd'hui décédé, mais qui était aussi un des pionniers des traitements méthadone en France.
il disait le patient ira peut-être plus vite si nous l'aidons, mais il sortira de sa toxicomanie lorsqu'il le pourra et pas quand nous le voudrons. Donc ce n'est pas à nous à décider, c'est une négociation, mais où lui a vraiment sa parole. Alors les traitements, de nouveau, ce sont des objectifs individualisés et réalistes. Le but premier, c'est effectivement la survie, c'est la réduction des risques, c'est bien sûr améliorer la qualité de vie, diminuer, stabiliser la consommation. Donc on n'a pas toujours un but d'abstinence totale, je crois que c'est très difficile au départ. Je fais toujours le parallélisme aussi, si vous avez vous-même, parce que je crois que l'être humain est un être dépendant, ou un être de projet, en disant tiens, je vais recommencer le sport à la rentrée, nous y sommes, alors on y va le premier samedi, on y va le deuxième samedi, puis le troisième samedi on vient à l'académie, je ne sais pas aller au sport, donc je ne fais plus mon sport, et donc voilà, c'est la même chose. On ne peut pas revendiquer qu'ils vont arriver à faire un changement du jour au lendemain. Il leur faudra du temps et donc on va accepter qu'il y ait encore un peu de consommation et on va essayer de travailler cette consommation. Malheureusement, parfois aussi, on doit répondre à des injonctions qui sont de l'ordre judiciaire ou parfois familial, des parents qui nous amènent un jeune en disant « Docteur, il faut le soigner, dans 15 jours, il a un examen, il doit aller mieux. » Bon. Parfois aussi les conjoints qui nous amènent leurs conjoints en disant « Docteur, ça commence à suffire, maintenant je sais ce qu'il fait, il faut aider. » Voilà, donc c'est tout ce travail que nous menons. La réinsertion familiale, sociale et professionnelle, on y travaille. Ça peut être une façon de motiver. Donc dans l'entretien motivationnel, on cherche ce qui pourrait motiver. Parfois, retrouver la garde alternée d'un enfant permet de dire j'ai un projet. Et puis simplement les projets de vie tout seul. Alors, l'information sur les TSO, donc traitement de substitution aux opiacés, ou maintenant les MATDO comme on les appelle, ce n'est pas une intervention courte, je le répète, et il n'y a pas de plaisir ni de défonce avec les traitements de substitution. Donc si un patient prend de la méthadone, s'il prend de la buprenorphine, il n'a pas les mêmes sensations. C'est uniquement pharmacologique. La méthadone est un produit qui est à très longue durée d'action, un temps de demi-vie qui avoisine les 24 heures, avec un pic de concentration 2 heures après la prise. Donc c'est difficile de dire qu'on a un flash. L'héroïne, c'est dans les quelques minutes. Mais la méthadone, c'est 2 heures après. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt sur le circuit de la récompense, en tout cas de travailler avec la méthadone ou la buprenorphine. Donc les traitements de substitution aux opiacés ne sont pas des drogues. Par contre, la méthadone présente un danger mortel pour un non-héroïnomane. Si vous tous aujourd'hui prenez de la méthadone comme ça, 50 mg, eh bien, je pense que la moitié de l'auditoire ici est décédée demain. En fait, la méthadone est un produit qui donne des overdoses, qui est un opiacé fort, qui va donner des arrêts respiratoires. Donc, il ne faut pas laisser traîner. Donc, d'où l'intérêt de ce consentement éclairé, de cette information éclairée à l'usager. Alors, la perspective pluridisciplinaire des soins intégrés, c'est de dire qu'on n'est pas tout seul, et c'est aussi cette réduction des risques, on est plusieurs à travailler autour, et donc vous avez le pharmacien, l'assistant social, le médecin généraliste, la justice aussi qui intervient parfois, les psys, et aussi d'autres intervenants du secteur, ça peut être des éducateurs, dans des institutions, etc. Donc on essaye d'avoir une palette de soins, une palette d'acteurs, mais qui interagissent, ce qui est représenté par toutes les flèches, et peut-être qu'on devrait mettre un rond supplémentaire pour le patient, parce qu'il est aussi un des acteurs de sa propre évolution, et ça je pense que c'est important, ce n'est pas un sous-patient, c'est un patient comme un autre. Alors revenons à la réduction des risques et en parlant un petit peu de ce que l'on essaye d'éviter avec la réduction des risques. Quand on connaît la mortalité des usagers de drogue non traités, on a une incidence qui avoisine 1 à 3% par an, c'est-à-dire qu'on est à 15 à 30 fois plus que la population générale du même âge. Donc si on arrive un petit peu à faire cette réduction des risques, on risque de la diminuer, cette incidence, beaucoup. Leur espérance de vie pour les héroïnomanes non traités est environ de 40 ans, ce qui est la moitié à peu près de l'espérance de vie d'un sujet moyen en Belgique au jour d'aujourd'hui. 50% décéderont par overdose. Alors de nouveau, c'est un terme glossaire qu'on devrait bannir et parler de surdose. Mais bon, voilà, tout ça, c'est en train d'être réfléchi. Et puis 50% aussi de suicides, de violences, d'accidents, d'infections, qui sont les problèmes intercurrents de ces patients. L'impact donc des traitements de substitution, c'est cette réduction de la mortalité. C'est la première chose qu'on voit. C'est dose dépendant et durée dépendant.
ça veut dire qu'il y a une surmortalité en début de traitement. Donc je vous disais, même s'ils sont parfois sous traitement héroïne, on doit travailler avec des petites doses de méthadone, quoi qu'ils en disent, parce que la méthadone peut rapidement donner des overdoses, souvent rapidement, ça veut dire au 3e, 4e jour, puisque vu sa longue durée de demi-vie, après 24 heures, tout n'est pas éliminé du sang, et la dose du lendemain va se cumuler à celle-là, celle du surlendemain à ce qui reste, etc. Et la dose de plus de 30 mg par jour risque de donner en fait une dépression du seuil respiratoire au 3e, 4e jour. D'où donc ces surmortalités en début de traitement. L'autre surmortalité, c'est en fin de traitement, quand le patient est complètement sevré, quand on a voulu aller vite, d'où aujourd'hui le fait qu'on dit il ne faut pas aller trop vite. Dans les 30 jours, dans la période, donc le mois qui suit l'arrêt de traitement, on a souvent des surdoses, mais de reprise de produits. Donc l'usager se dit, maintenant ça y est, je suis guéri, je peux réessayer une petite dose, tout va bien, etc. Et ils reprennent la dose d'héroïne qu'ils prenaient à la fin quand ils ont commencé à être suivis, et ils font une overdose immédiate puisqu'ils sont redevenus naïfs pour le produit. Et donc là, ce sont des choses que l'on doit vraiment encadrer. L'autre moment de danger, c'est les sorties de prison. Souvent, ça va un peu mieux maintenant, mais souvent, donc en prison, il y avait des sevrages qui étaient opérés. Il y avait des traitements de substitution qui sont donnés, mais ils sont sevrés rapidement. Et à la sortie de prison, ils étaient clean, mais ils reprenaient tout de suite parce que, les prisonniers qui sortent ne sont pas toujours bien encadrés. Et donc, cela a amené des décès non négligeables en sortie de prison. Aujourd'hui, par exemple, en Suisse, ils remettent de la méthadone si jamais le patient est sevré pendant son incarcération. Dans les derniers jours qui précèdent la sortie de prison, 1 à 2 semaines, ils réintroduisent de la méthadone pour éviter ces surdoses post-incarcération. Alors, réduction des risques, ça se décline sous la forme des programmes d'échange de seringues. Donc vous savez qu'il existe dans plusieurs villes du pays des comptoirs qu'on appelle des comptoirs d'échange de seringues où l'usager peut aller pour une seringue usagée recevoir une seringue propre. En général, ce sont des petits sachets dans lesquels il y a une seringue, un coton d'alcool, un sparadrap. C'est aussi les salles de consommation à moindre risque dont j'ai déjà parlé ici lors de la remise de l'avis que les académies ont déposé donc, suite à la demande de la Chambre des députés. Donc je ne vais pas me réétendre là-dessus, mais ces salles de consommation sont un peu dans cet entre-deux où le patient est encore un peu dans la consommation et pas encore tout à fait dans le traitement, et on doit lui laisser cette latitude. Il y a aussi les centres bas seuil, donc vous connaissez les maisons d'accueil socio-sanitaires qui existent depuis les années 95 à peu près. Donc ce sont dans les grandes villes du pays, c'est des projets au départ dans les grandes villes, qui étaient soutenus par le ministère de l'Intérieur et qui ont été maintenus jusqu'il y a peu. Il existe toujours, mais le ministère de l'Intérieur a maintenu son financement parce que les choses immédiates qu'on a vues avec l'instauration de ces maisons bas seuil, de ces délivrances donc de traitements rapides chez des gens qui n'étaient pas tout à fait sevrés, c'était une diminution radicale de la délinquance dans les villes où c'était instauré. Et donc c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur était subsidiant, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui pour des raisons financières. Vous avez aussi la délivrance contrôlée de diacétylmorphine, donc le projet TADAM qu'on avait aussi discuté, proposé par l'Université de Liège. Donc c'est aussi un moyen. Cette délivrance contrôlée existe dans de nombreux pays autour de la Belgique. C'est aussi faire les traitements en première ligne de soins. C'est aussi accueillir mères et futures mères consommatrices d'héroïne et après leur bébé. Pour revenir à Marie, donc ici aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a une semaine, elle a accouché, un peu prématurément, mais elle a accouché d'un bébé donc, qui est maintenant sous méthadone, parce qu'il faut évidemment le sevrer, ce bébé, puisque la maman était sous traitement méthadone. Donc ce bébé reçoit 3 doses de méthadone par jour. Bon, il y a des protocoles. Laure Finnegan, qui est une américaine, a protocolé un petit peu tous ces traitements chez les nouveau-nés. Et pendant 3 à 6 mois, ce bébé va être aussi sous méthadone dégressif pour pouvoir le sevrer sans dommage, puisque sinon ces bébés font des crises de sevrage tout à fait visibles, avec des trémulations, avec des crises, parfois jusque des crises de type épileptique. Et donc j'en termine un petit peu en disant le traitement ici n'est pas seulement lié aux acteurs,
mais aussi à la palette des possibilités que nous avons. Et pour ça, je dirais que la Belgique est relativement riche et il est important qu'on utilise un petit peu toutes ces possibilités. Alors vous avez bien sûr la substitution ambulatoire, donc comme je vous ai parlé, maison d'accueil socio-sanitaire, c'est ce qu'on appelle des accueils bas seuil, donc il n'y a pas beaucoup d'exigences. Si le patient ne vient pas une semaine et puis qu'il revient après, ben, il est repris en charge, il n'est pas jeté dehors, même si on essaye de lever le niveau un petit peu. Et ce que j'ai aussi oublié de dire, et que je peux en reparler dans la réduction des risques et l'échange de seringues, c'est qu'évidemment il ne s'agit pas simplement de faire de l'échange de seringues ou de produits, c'est aussi donner des conseils. Chaque fois, en fait, c'est assorti de ces conseils. Et toutes les expériences, que ce soit celles par exemple du Canada à Vancouver et Montréal, montre bien que le résultat, ce n'est pas simplement d'avoir donné des traitements, donné de l'héroïne, donné la possibilité de s'injecter dans de bonnes conditions, c'est aussi parce que c'était assorti de conseils en disant « mais tu sais, il y a des possibilités de rentrer en traitement, quand tu veux, on a le temps, mais quand tu veux, tu en parles ». Eh bien, les résultats, c'est que 80% des usagers qui ont reçu calmement cette information, sans jugement, sans morale, rentrent en traitement dans les 3 à 6 mois qui suivent. Donc, quelque part, ça a du sens de leur laisser le temps de rentrer en traitement. Il y a aussi des revalidations résidentielles en long séjour. Alors, il n'y a pas beaucoup de centres comme ça encore existants en Belgique et ils ont des critères assez stricts. Ça devient presque plus ce qu'on appelle de la post-cure. Donc, c'est des patients qui ont terminé leur traitement et qui vont donc sans médicaments et sans traitement dans ces centres pour de longues périodes, souvent donc de 9 à 18 mois. La substitution ambulatoire en médecine générale, ben, c'est quand même à peu près de la moitié des usagers qui sont traités en médecine générale. Dans les autres structures, ben, c'est aussi des généralistes qui travaillent. Donc finalement, en Belgique, c'est à peu près 87% des généralistes qui assurent les traitements de substitution. Il y a aussi des sevrages hospitaliers, mais avec beaucoup de réticence des hôpitaux, parce qu'évidemment, peur du trafic, peur de toute une série de comportements difficiles, et donc à l'hôpital, c'est parfois difficile. Il y a des sevrages résidentiels en court séjour, ben ça c'est pas mal aussi, pour autant qu'on travaille vraiment avec toutes les flèches qui sont dessinées sur la palette, parce que ces sevrages court séjour ben, sont entachés de récidives très rapides. Et je n'oublie pas, comme dans le Monopoly, la case prison, parce qu'elle est quand même fort présente dans leurs histoires, et malheureusement, souvent, quand ils commencent à aller mieux, ils ont retrouvé une adresse, ils ont retrouvé un petit peu de santé, et tout d'un coup, il y a une assignation qui leur tombe dessus, et là, souvent, ce sont des causes de rechute. Et donc, pour nous aussi, c'est important de leur parler, de leur passé judiciaire, parce qu'évidemment, la case prison n'est jamais une case facile. On essaye de commuer ça en probation, mais ce n'est pas toujours facile selon les délits qu'ils ont commis ou le cumul des délits. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu ce travail sur l'accompagnement des usagers de drogue et aussi cette notion de la réduction des risques qui doit accompagner toutes nos pratiques, qu'elles soient spécialisées en médecine générale et en addictologie, mais aussi dans vos pratiques, je dirais, spécialisées autres, que ce soit médecine interne, gynéco, pédiatrie, etc. Parce qu'il n'y a pas plus de jugement à avoir là-dedans, il y a surtout de l'accompagnement, de l'aide et du réseau à mettre en place. Merci. Merci beaucoup. Je vais devoir m'excuser, je vous prie de m'excuser et je vais passer la parole à Gustave Moulin pour entamer la discussion. Merci Gustave. Merci beaucoup. Voilà. Une question, monsieur? Une question tout à fait de renseignement pour ma curiosité. Quel est le pourcentage de la population en Belgique qui est sous la survie de la technologie? Alors, donc si on prend les chiffres, par exemple, on peut les prendre selon les produits. Hein. Donc on sait qu'on a à peu près 25% de la population adulte qui est consommatrice de tabac. On a une dizaine de pourcents, 8 à 10% de la population qui est consommatrice problématique de boissons alcoolisées. Et on est de l'ordre du 1,5% de consommateurs de substances psychoactives. Je vais vous demander, je vous félicite pour la qualité de votre exposé, parce que c'était très bien. Je voulais vous demander quelle est la proportion dans votre patientèle de gens qui sont abstinents définitivement? Alors c'est toujours la question évidemment qu'on nous pose, abstinent de quoi? Abstinence de la substance. De la substance. Je dirais que globalement, une fois qu'ils sont rentrés en traitement,
allez, on peut arriver à entre 50 et 75% de réellement abstinents. On a 25% de tranches un peu zone grise qui sont encore consommateurs de temps en temps. Comme Marie. Comme Marie. Mais Marie est un cas particulier parce qu'elle le fait de façon très consciente, c'est très organisé. J'ai rarement vu ce genre de comportement où elle sait que parfois ils font la fête et donc à ce moment-là elle ne prend pas sa méta et elle consomme. Mais avec le bébé, quoi. Ça c'était quelque chose de difficile. Parce que les assuétudes, pour les anciens fumeurs que je suis par exemple, c'est pas évident. Hein. Non. Ça laisse une trace de mémoire à vie. Absolument, absolument. Et c'est la même chose, je dirais, pour l'alcool et pour tous ces drogues-là. Hein. Tout à fait. Quand un héroïnomane repasse dans une rue et qu'il a une bouffée, tout de suite ça réveille chez lui des choses. Bien sûr. Une autre question? Eh bien, si ce n'est pas le cas, merci beaucoup pour cette information complète et structurée.